Les chars d'assaut sont avec l'aviation militaire une des innovations les plus spectaculaires de la Première Guerre mondiale. Ils sont issus des recherches que mènent en secret, chacun de leur côté, les Français et les Britanniques. Même si la technique de la chenille existe avant le conflit, il faut attendre la fin de 1915 pour que la France, sous l'impulsion du colonel Étienne, entame la production de véhicules à chenilles, blindés et équipés de mitrailleuses ou de canons, pouvant accompagner des attaques de fantassins avec une vitesse maximale de 8 km/h. Oui, j'ai oublié de le signaler. Il faut remarquer que si on veut être exact, non pas puriste, mais si on veut être exact, il ne faut pas dire tank, il faut dire les chars, hein, les chars d'assaut. Le mot tank, le nom de tank a été donné aux chars d'assaut. C'est presque un nom de camouflage en quelque sorte. Lorsque les chars d'assaut britanniques ont été acheminés en France sur des wagons, les gens demandaient, parce qu'il y avait des bâches par-dessus, bien sûr. Et alors, et c'est quoi? Ben, ce sont des tanks. Des tanks, ce sont des réservoirs. Le mot exact, c'est chars d'assaut. Les pertes de Britanniques, enregistrées par les Britanniques, sont tellement élevées que le commandement fait pression auprès du gouvernement pour accélérer la fabrication des tanks, qui étaient déjà, bien sûr, qui étaient déjà en route. Quelle que soit l'option retenue, le but des Alliés est le même: briser les lignes ennemies et en finir une fois pour toutes avec une guerre de position coûteuse en pertes humaines. Et les chars, en fait, sont une invention alliée, à la fois britannique et française, conjointement. Ce sont les cavaliers, en réalité, qui et aussi parfois des marins, qui ont cru aux chars. Les cavaliers ont souvent vu dans le char un moyen de remplacer finalement leur monture, le cheval qui ne servait plus à rien. Et les premiers chars ont été essayés sans grand succès, et même avec un insuccès complet, en septembre 1916 sur la Somme. Après leur premier engagement, les tanks britanniques seront de toutes les batailles. Il faut attendre avril 1917 pour que les Français les utilisent pour la première fois au cours de la tristement célèbre bataille du Chemin des Dames, sans plus de succès que leurs alliés britanniques. Parce que je crois que sur la quarantaine de tanks qui sont partis, quelques 2 ou 3 ont atteint leur objectif, dont les tanks qui escortaient la division néo-zélandaise, à côté de Longueval. Ben, il en résulte que c'est presque un fiasco. C'est presque un fiasco parce que je te dis tout à l'heure que les tanks n'étaient pas totalement et complètement au point, que deuxièmement, le champ de bataille était un véritable océan de boue parce qu'il avait plu depuis le début de l'offensive, depuis le mois de juillet, il avait plu pratiquement 7-8 jours sur 10. Donc la boue, les trous d'obus, les tranchées, comment dirais-je, détruites, tout cela fait que la progression des tanks a été extrêmement difficile. Et c'est un succès qui, paradoxalement, a rendu service aux Alliés. L'insuccès a été tel que les Allemands n'ont pas cru aux chars, vu la facilité avec laquelle ils avaient finalement anéanti cette arme nouvelle, ce qui a permis donc aux Anglais et aux Français de développer de nouveaux modèles, et à la fin de la guerre, ils disposent d'une avance qui ne peut plus être rattrapée par leur adversaire. Et ce ne sont pas les chars qui ont gagné la guerre, il y a eu d'autres, mais ils ont contribué évidemment à changer les données du problème et à lever l'impasse tactique et stratégique qui avait été celle de la guerre de position. Mettant les choses au point au fur et à mesure, petit à petit, en 1917, sur la ligne d'Hindenburg, à Bulcourt, entre autres, en avril-mai,
Et puis la deuxième grande attaque de tanks, la deuxième grande attaque de tanks a été la bataille de Cambrai en novembre 1917, où, disons, à peu près 400 tanks ont attaqué les lignes allemandes devant Cambrai. Il est évident que les troupes allemandes qui ont vu arriver les premiers tanks, les premiers chars d'assaut, ont été complètement effrayés. Voyant ces monstres arriver, passant par-dessus les tranchées, dans un bruit infernal, etc., ils ont été littéralement effrayés. L'infanterie aimait, évidemment, et savait qu'elle pouvait s'appuyer sur les tanks parce que c'était une protection. Le tank passait, passait par-dessus les tranchées, arrachait les barbelés, les chevaux de frise, etc. Et l'infanterie suivait derrière, comme ça a été le cas par la suite. Je pense que c'est à cette occasion que les Allemands ont compris leur erreur, qui consistait à ne pas trop croire aux tanks. Le gouvernement, le commandement allemand disait que rien ne valait contre les tanks une troupe bien entraînée avec du matériel approprié. Et les Allemands ont commencé à fabriquer des tanks, et ils en ont fabriqué une vingtaine, sans plus. Et la première bataille entre tanks, c'est-à-dire entre tanks allemands et tanks britanniques, a eu lieu le 25 avril à Villers-Bretonneux. Il faut citer un exemple de la conception du tank chez les Français et chez les Allemands était totalement différente, puisque les Allemands avaient sorti fabriqué et mis au point cette espèce d'énorme machine qu'on a appelée l'A7V et qui comprenait un équipage de 18 hommes, alors que paradoxalement, le petit tank français, dont beaucoup ont été fabriqués par Renault, les petits tanks Renault, n'avait un équipage que de 2 hommes, un pour faire fonctionner la machine et l'autre pour faire fonctionner le canon. L'avantage du tank Renault était précisément sa tourelle, puisque les tanks qui étaient apparus précédemment n'avaient des canons ou des mitrailleuses que de chaque côté, donc avaient une zone assez faible, une zone de tir assez faible, tandis que le tank Renault était surmonté de la tourelle, donc pouvait pivoter laquelle tourelle pouvait pivoter complètement. Les Allemands, je le disais tout à l'heure, ne croyaient pas aux tanks, au point d'en lancer en fabrication, mais ils récupéraient quand même les tanks britanniques et s'empressaient de les peindre à leur couleur et puis de la croix de fer, etc. et utilisaient les tanks en tant que prise de guerre. Ça a été l'arme secrète. Il fallait toujours préparer comment dirais-je, l'opération surprise. Mais c'est vrai que c'est l'arme nouvelle, mais qui n'a pas
donné tous les résultats qu'on pouvait escompter, la guerre se terminant, Dieu merci, plus tôt que, je ne dirais pas que prévu, mais plutôt que la mise au point totale de ces machines. Il faut attendre les chars qui ne sont vraiment utiles, si l'on peut dire, qu'à partir de l'été 18, pour que le problème du barbelé soit résolu, car le barbelé, évidemment, n'arrête pas un char, de même qu'une tranchée non plus ne l'arrête pas. Les chars franchissent relativement aisément les réseaux de tranchées, et à ce moment-là, l'offensive a repris le pas sur la défensive, mais il a fallu pour ça 4 années de guerre. Il faut savoir que le tank était une machine infernale pour les gens qui étaient l'équipage. Il faisait très chaud, plus de 30 degrés, il y avait un bruit absolument infernal, il n'y avait aucune protection contre les chocs et les pauvres types étaient brinque-ballés sur les parois brûlantes et enduites d'huile. Donc les conditions d'utilisation pour les hommes, pour les équipages étaient extrêmement difficile, tout du moins les tanks britanniques. C'était un objet assez bizarre, assez curieux, assez surréaliste, d'apparence tout du moins, qui protégeait une partie de la face, au niveau du nez et puis au niveau de la bouche, qui se portait avec le casque, mais qui était relativement peu efficace. Immobilisés par les fusils anti-chars et les mitrailleuses, impuissants au milieu du no man's land, les tanks et leurs équipages sont immédiatement pris pour cible par l'artillerie ennemie. Malgré leur protection de cuir, un grand nombre de tankistes périra brûlés, prisonniers des épaves. Même si les chars semblent faciles à arrêter, le général Ludendorff parlera de la grande attaque des tanks du 8 août 1918 en ces termes: c'est le jour le plus noir de l'histoire de l'armée allemande. Les chars d'assaut remplacent petit à petit les troupes de cavalerie. Ces unités d'élite, prestigieuses, disparaissent dans la chaleur et le bruit des moteurs de ces nouvelles montures d'acier. Néanmoins, une grande partie de leur tradition va survivre dans les régiments de cette cavalerie moderne.
Et puis, sans parler des jeux, parce que c'est un autre thème, un autre débat, on a cette petite horreur, cette petite maquette, qui est quand même la reproduction très, très, très fidèle de ce qu'était le tank britannique, tel qu'il est apparu en 1916. Voilà. Qui est une réplique assez fidèle de ce qu'était le Mark, avec, vous voyez, ici ces choses pour la vue, hein, bien sûr. On a la petite, c'est une garniture de bureau, c'est un encrier, c'est le petit tank Renault. Et vous en avez un autre ici, qui est très lourd, qui est loin d'être un jouet, voilà. Et qui est un petit peu fantaisiste d'ailleurs, parce que le canon n'était pas du tout comme ça. Bon, alors vous avez certains tanks qui sont, comme celui-ci, des maquettes, des reproductions, d'ailleurs assez fidèles, en situation, sur le terrain, avec des fils de fer barbelés. Ensuite, vous avez celui-ci et celui-là, qui sont des jouets, et ainsi que celui-là, et qui sont des jouets qui fonctionnent encore, d'ailleurs, qui se remontent, et qui ont leur clé, vous voyez. Et puis vous avez les petits jouets en tôle qui sont de forme très 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 fantaisiste. Celui-ci a la particularité de cracher du feu. Il y a une molette à l'intérieur qui frotte sur une pierre à briquet. Et on a quelques étincelles. Celui-ci est un tank, une reproduction du tank britannique, qui fonctionne encore, mais c'est assez fantaisiste comme système. Un autre tank Renault, à peu près le même, qui est un briquet de bureau. On a dit que c'était offert par le constructeur Renault pour ses concessionnaires automobiles. C'est approuvé. Ah, on en est fiers, oui, on en est fiers. Il n'a qu'à feuilleter l'illustration ou autres journaux, presse de l'époque. On est fiers des tanks, ça c'est clair. C'est la mécanique moderne qui va faire progresser, qui ne peut que raccourcir la guerre.
du moins, la chose était-elle présentée comme ça? Novembre 1917. Abritée par la plus grande ligne de fortifications jamais construite en Europe, la ligne Hindenburg. Et juste en retrait d'une crête, Flesquières, à 10 km de Cambrai, sert de place forte à une puissante garnison allemande. En raison de la fermeté du terrain, n'ayant pas été bouleversé par les bombardements, le maréchal Douglas Haig, commandant en chef des forces britanniques, décide d'engager les tanks en masse. Le 20 novembre 1917 est un succès pour les Alliés. Seul un endroit résiste, Flesquières. Au soir de la bataille, la crête devant le village est un cimetière de tanks. Parmi ces derniers, Deborah, une demoiselle de 26 tonnes et demie, longue de 8,50 m et armée de 5 mitrailleuses. Abandonnée en 1917, Deborah refait surface en 1998 grâce à une poignée de chercheurs passionnés. Alors, nous sommes dans un monde typiquement britannique, vous voyez. Je ne sais pas si le même fait du côté français aurait déclenché autant j'allais dire, de compassion, quoi. Oui, et puis de passion, et puis de notoriété. Et vous voyez, vous avez constamment, pratiquement maintenant, des dépôts de couronnes des coquelicots. Vous savez que le coquelicot, c'est la fleur du souvenir. Ça a été quand même une sacrée affaire, cette affaire de tank. Voilà. Voilà les portes de... C'est les portes d'entrée qui sont là, hein. Une sortie de secours. Oui. Notamment suite au traitement qu'on a eu de vaseline, tout ça, on a pu décoincer la porte la trappe de réservoir. La trappe de réservoir, oui. Chaque engin était baptisé, avait un nom, hein. Oui. On l'a vu sur la toute petite maquette ce matin, le tank Our Nell. Voilà, et donc son nom était peint sur cette partie avant. Ils ont restabilisé la dégradation qui faisait la transformer en alumine pour que la culasse puisse perdurer dans le temps. Ouais, on voit qu'il y a des travaux ont été faits, hein, là. Alors, si vous vous souvenez, on a parlé de ce matin du masque de tankiste, et vous voyez que les hommes, ils étaient 8, hein. Oui. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. 8, un équipage de 8, et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir se déplacer. Hein. À l'intérieur, oui. Vous voyez bien, vous pouvez regarder directement. C'est de quel côté ça? Oui, on va aller regarder de l'autre côté. Allez, les croix sont imprégnées d'huile, hein. Par, voilà. Belle vision. Ah oui. Attention, pas passer cul par-dessus tête. Vous voyez que 8 bonshommes, il n'y avait pas beaucoup de place pour... hein. Il y avait un habitacle qui était quand même restreint. Il roule, enfin, il est sur les pavés de Cambrai. C'était son objectif. Alors, vous aviez ici donc le système de périscope avec le système du Mica. Donc il pouvait regarder par les phénomènes de miroir par ici et autrement directement par les petits trous. Les petits trous. Ouais, enfin, ils avaient quand même un angle de vue quand même nettement restreint. Hein. Tout à fait. C'est un tank femelle, c'est-à-dire qu'il y avait des mitrailleuses. Hein. Tout à fait. C'est ça, oui. Mais
Pas de tourelles. On a discuté ce matin, justement. Les tourelles ont commencé à apparaître sur les petits tanks Renault, les FT-17. Hein, la pièce à feu pouvait tourner sur 360 degrés. C'était étouffé, ça a été gratté, ça a été... Ah oui, parce que moi, je l'avais vu dans son état de nature quand il était sorti de la terre. Je l'avais revu après, quand on avait fait une réunion chez Monsieur le maire. Pas démonté, mais ce qui s'est séparé très vite du corps de l'engin. Donc c'est les chenilles, hein. Les chenilles, tout simplement les chenilles. Dessus, quoi. Donc, avant de l'extraire, ils ont dû extraire ces chenilles, les mettre de côté. Mais c'est les restes de chenilles du tank. Oui. Voilà, nous avons fait le tour. Les chars d'assaut marquent un tournant dans la Première Guerre mondiale. Leur utilisation sur le front occidental permet aux Alliés de renouer avec la guerre de mouvement. Il aura fallu 4 ans. Le temps l'a